Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Troisdorf, qui est directeur général de Citrix France. Sophie Troisdorf, bonjour. Bonjour Guy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de m'avoir invité. On commence toujours cet entretien sur une actu qui concerne notre secteur, pas particulièrement Citrix, mais qui peut concerner Citrix, mais qui concerne notre secteur, récente ou un peu moins récente. Qu'est-ce qui, parmi toutes les choses qui peuvent arriver dans notre secteur, et on sait qu'il y en a beaucoup, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors moi aujourd'hui, ce qui retient mon attention, c'est la date du 14 mars et cette levée des restrictions, et la possibilité de revenir au bureau sans masque et sans distanciation. Et ça, je pense que c'est pour le bonheur de beaucoup. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Parce que finalement, tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, parce qu'on est le 18 mars, donc c'est vraiment l'anniversaire de cette décision de nous mettre tous en confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans ? Qu'est-ce que ça a transformé ? Et finalement, qu'est-ce qu'on va construire comme nouveau monde du travail et comme nouvelle organisation du travail ? Et en fait, ça m'intéresse beaucoup et ça me passionne même parce que je me rends compte que Citrix a une vraie place à jouer dans cette nouvelle construction du travail et cette nouvelle organisation du travail, parce qu'on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, les collaborateurs et les entreprises se disent que le travail hybride, c'est une réalité et c'est une opportunité pour beaucoup. Donc ça veut dire que vous-même, en tant que Citrix, vous êtes en train de... Alors, en fait, il y a 2 niveaux. Il y a Citrix en tant que fournisseur de technologie pour cette évolution qui concerne tout le monde, et puis il y a Citrix en tant que société. Ouais. Et vous, en tant que société, vous travaillez, enfin, vous avez mis en œuvre, il y a une sorte de comité de réflexion pour voir comment les choses vont évoluer et ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Oui, alors déjà, nous, de notre côté Citrix, pour nos collaborateurs peuvent revenir au bureau et ça, sont invités largement à revenir au bureau et on y prend une grande joie, je vous avouerai. Mais on a aussi cette flexibilité de pouvoir travailler en remote, à distance. Et travailler à distance, de notre point de vue, on peut le faire, vu le type d'organisation que nous sommes, autant qu'on le souhaite. On n'a pas mis en place de contraintes de présence au bureau ou de travail à distance. C'est vraiment à la liberté de chacun et à l'appréciation de chacun. Ensuite, ce que l'on observe sur le marché et auprès de nos grands clients et de nos partenaires, c'est que cette structuration, elle a besoin de se mettre en place et de s'organiser, parce que c'est pas évident de se dire maintenant, est-ce qu'on remet tout le monde au bureau ou est-ce qu'on garde une règle de travail à distance ? Et on se rend compte que ça devient vraiment un critère différenciant pour les entreprises de garder cette notion de travail à distance et cette capacité de travailler à distance. Oui, alors effectivement, ça demande un minimum d'organisation, parce que si on vient au bureau et qu'il n'y a personne au bureau, l'intérêt est quand même assez limité. Ouais. C'est ça, donc il faut mettre tout ça en musique. Alors c'est des règles c'est pas simple, et puis c'est des règles de gouvernance, et là chaque entreprise a sa politique, on voit des choses assez variées, mais c'est passionnant. Et ensuite, c'est comment est-ce que vous équipez vos collaborateurs pour que ce travail, qui a été géré un peu dans l'urgence quand même, il faut se l'avouer. Et comment plutôt pas mal, non, en oui, plutôt pas mal. Ça, heureusement d'ailleurs qu'on est en 2022, ou en 2020, parce qu'il y a seulement 15 ans, on ne pouvait pas faire le quart de ce qu'on a fait. Ça aurait été plus complexe, ouais, ça aurait été beaucoup plus complexe. Non, ça a été géré très efficacement. Maintenant, comment est-ce que ça se pérennise ? Comment est-ce que ça se structure ? Comment ça s'organise ? Parce que le côté urgent, tout le monde, très bien, ça a été fait. Maintenant, on se rend compte que ça a souvent été fait, mais il y a quand même des enjeux de sécurité, de performance, de pérennité qui doivent être adressés. Et là, Citrix est l'acteur de choix pour pouvoir adresser ce type de sujet. Très bien. Écoutez, vous me faites la transition qu'il fallait, parce qu'on va parler de Citrix. Donc, en fait, c'est bien qu'on vous reçoive aujourd'hui, parce que dans l'histoire de Citrix, c'est quand même une période, un moment charnière, si je puis dire. Donc, en fait, j'ai 3 dates en tête. Création de Citrix, c'est en 1989, donc ça fait un peu plus de 30 ans. 1995, c'est l'introduction en bourse. Donc, on remarque d'ailleurs que 6 ans seulement, donc c'est assez court finalement. Et puis, 2022, vous sortez de la bourse et vous êtes racheté par 2 fonds d'investissement. Qui a déjà un portefeuille dans l'IT assez conséquent et qui a comme projet de vous fusionner avec TIBCO. Alors, donc j'ai relu le communiqué attentivement, donc avec les promesses que ça va apporter. Est-ce que vous pourriez nous donner, alors je sais qu'on en est au tout début, mais est-ce que vous pourriez nous donner, je dirais, un calendrier ? Est-ce que vous pourriez évoquer un peu comment vous allez faire en termes d'organisation, en termes de produits, parce que finalement,
si vous avez fait cette fusion, c'est qu'en termes de produits, il y avait des complémentarités qui étaient intéressantes. Donc finalement, est-ce que vous pouvez nous donner une espèce de profil du futur? Alors je ne sais pas comment on va l'appeler d'ailleurs. Est-ce que ça va être Sipco ou Titrix, ou je ne sais pas, mais donc voilà. Donc il y a pas mal de choses à dire. Alors c'est d'autant plus intéressant. Après, on reviendra sur ce sera l'occasion pour vous de repréciser un peu le portefeuille de solutions de Citrix. Alors sur la première, le premier point. Alors sur le premier volet, alors le projet qui est aujourd'hui un projet. Donc le projet, c'est ce que vous avez lu dans la presse, c'est Elliott et Vista qui proposent de racheter Citrix et de nous sortir de la cote. Donc Elliott est déjà actionnaire de Citrix, Vista ne l'est pas. Vista a son portefeuille, la société Tipco, et donc propose de nous rapprocher. Aujourd'hui, cette opération, elle est soumise à validation des autorités de la concurrence et des autorités boursières américaines. D'accord. Donc pour l'instant, on en est à ce stade. On est au stade de l'étude du dossier, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est quelque chose qu'on devrait voir arriver vers l'été. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra en dire plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas tellement plus d'informations que celle-là. Et moi, je n'ai pas autorité et je n'ai pas capacité à vous en dire plus. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir, et moi, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer avec Tipco, parce que vous voyez le portefeuille de Tipco, en effet, c'est un portefeuille qui est intéressant et qui est très complémentaire du nôtre. Voilà, donc le projet est en cours. Et est-ce que vous... Alors, bon, je comprends, en gros, aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Finalement, dans votre vie quotidienne, ça ne change rien, pour l'instant. Pour l'instant. Mais est-ce qu'au vu des deux portefeuilles, est-ce que vous avez déjà une idée justement de cette complémentarité entre les deux? Alors, parce que, moi, j'en vois une, mais aujourd'hui, j'ai aucune autorité pour en parler, parce que l'opération n'a pas encore démarré. Et l'opération n'a pas encore démarré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça me passionne de voir ce rapprochement et de voir quelle est la nouvelle vie qu'on pourra avoir. Mais on pourra s'en reparler peut-être cet été. D'accord. Donc, pour l'instant, en gros, il ne s'est rien fait. Non, pour l'instant, il ne s'est rien fait. Très bien. Voilà. Parfait. Alors donc, on va parler de Citrix dans sa formule traditionnelle. Donc, sur votre site web, en fait, vous indiquez que vous voulez faciliter le travail hybride. Alors d'ailleurs, le travail hybride, aujourd'hui, ça a un sens multiple, parce que c'est, comme on disait, au bureau ou ailleurs, à la maison ou en nomade. Et puis, hybride dans le sens data center versus cloud. Donc, c'est assez amusant, cette terminologie hybride qui prend plein de sens. Et donc, grâce à l'intégration du DaaS, donc Desktop as a Service, grâce à la mise à disposition et de la sécurité des applications et des solutions de travail collaboratif. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre ces trois éléments comme fil conducteur pour repréciser votre offre. Alors, le Desktop as a Service, vous avez été un pionnier du concept. À l'époque, on parlait du VDI. D'ailleurs, vous pourrez peut-être nous dire au passage s'il y a une différence entre les deux. Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, il y a pas mal d'acteurs qui sont arrivés sur ce créneau-là. Donc, Nutanix, VMware, même les opérateurs de cloud, ils entendent jouer leur rôle là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Et deux, comment vous positionnez par rapport à tous ces nouveaux entrants sur ce secteur-là? Ok. Alors, oui, en effet, on est pionnier et c'est vraiment notre cœur d'expertise de travailler sur la mise à disposition pour les collaborateurs des applications, des données, de façon sécurisée et efficace. Donc c'est vraiment sur ce triptyque-là qu'on travaille. Et notre cœur d'activité, c'est vraiment notre expertise. Et c'est cette combinaison qui fait notre différence et qui fait notre valeur. C'est une expertise sur la virtualisation, c'est une expertise sur la sécurité des applications et une expertise sur la sécurité de la donnée, avec une notion de performance qui est l'expertise qu'on a vraiment reconnue par le marché et reconnue quand on benchmark nos solutions. Donc ça, c'est vraiment notre cœur d'expertise. Ensuite, vous parlez de l'hybridation, et c'est vrai que l'hybridation, c'est le sujet cœur de l'activité de Citrix, à la fois l'hybridation pour les individus, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est aujourd'hui on travaille au bureau, on travaille de chez nous, mais on travaille également de façon complètement nomade. Et puis c'est l'hybridation du monde de l'application qui historiquement était dans des data centers au sous-sol sur un serveur, c'était facile, on avait un réseau local et on se connectait, c'était très bien. Maintenant on voit que les applications, elles sont dans un data center historique, mais elles sont également dans du private cloud, elles sont dans du public cloud, elles peuvent être des solutions auxquelles on s'abonne sur du SaaS. Donc il y a une variété et un éclatement de la localisation de l'application qui nécessite que
pour des collaborateurs, on a besoin de plus en plus de recréer cet environnement de travail qui soit facile d'accès, simple, que ce soit pas un cauchemar d'aller chercher comment est-ce qu'on accède à son environnement de travail, qui soit sécurisé, parce que finalement, cet éclatement, c'est une étendue, une extension de la surface d'attaque possible, et puis qui soit performant, parce que si on est chez soi, ou si on est au bureau, ou si on est dans un aéroport en train d'utiliser un poste en libre service, il faut qu'on puisse accéder de façon homogène et sécurisée et performante pour l'expérience de l'utilisateur. Mais alors, donc si on prend déjà le premier élément de ce triptyque, le desktop as a service, alors d'ailleurs, pour vous, c'est la même chose que le VDI ou est-ce que c'est une évolution, c'est juste une question de terminologie? Oui, c'est une évolution, et c'est une évolution parce qu'en fait, toute la stratégie de Citrix aujourd'hui est de leverager et de bénéficier de l'effet du cloud et de la puissance que propose le cloud public. Donc notre évolution, c'est de partir de solutions qui sont sur site, qui sont déployées sur site, vers des solutions où on développe toute une partie de notre offre sur du cloud. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que de première étape, on peut innover beaucoup plus rapidement, parce qu'on peut développer des nouvelles solutions beaucoup plus rapidement. On peut proposer à nos utilisateurs d'accéder à nos solutions beaucoup plus vite et être beaucoup plus agiles dans le déploiement de leurs solutions. Ils n'ont plus à gérer l'installation, la mise à jour, la sécurité. Ils peuvent le faire directement de nos plateformes. Donc ça, c'est notre façon de regarder le DaaS, c'est de permettre aux entreprises d'accéder de façon très agile et flexible en utilisant le cloud comme moyen de délivrer de cette flexibilité. Donc finalement, c'est un mouvement qui est assez général. Si je prends le cas de Nutanix, par exemple, c'est exactement ce qu'ils ont fait comme démarche. Ils sont partis au départ de l'hyperconvergence. En gros, c'était une espèce de système packagé qui pouvait évoluer assez facilement. Et puis le cloud est arrivé, ce qui n'était peut-être pas tout à fait prévu au départ. Et donc, ils ont proposé un environnement, compatible ou identique sur le cloud, de telle sorte qu'on puisse... Est-ce que c'est ça ce que vous proposez? Et à l'inverse, les opérateurs de cloud, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'en gros, ils proposaient des solutions sur leur propre cloud public. Et donc, puisque les entreprises gardent leur data center, eh bien, ils proposaient des solutions pour aller vers le data center. Donc, c'est un peu le mouvement inverse. Donc, vous, est-ce que vous êtes un peu dans cette logique-là de... Alors nous, on est dans une logique de monde hybride, multi-cloud, multi-support. En fait, on ne veut pas se limiter à un cloud, on ne veut pas se limiter à un data center on-prem. On se positionne comme un acteur qui permet l'hybridation réelle et complète. Donc que ce soit, ce que je vous disais tout à l'heure, du data center, du cloud public, du cloud privé, on est cette console de pilotage qui vous permet d'accéder à vos ressources, quelle que soit leur localisation. Donc, quand vous dites le cloud, c'est les acteurs de cloud, parce que malgré tout, si c'est Amazon, il faut avoir mis en place l'infrastructure Citrix chez eux. Si c'est Google, il faut faire la même chose, etc. Donc, avec qui vous avez des partenariats déjà? Alors, on a des partenariats avec les 3 hyperscalers majeurs, Microsoft, Amazon et Google. Ensuite, en termes de positionnement, on se positionne, notre solution DaaS se positionne pour ensuite pouvoir orchestrer, et c'est à nos clients de choisir où ils vont localiser leur workload et leurs applications. En fait, nous n'imposons pas ça. Nous, on leur donne un pilotage d'une plateforme qui est notre plateforme en mode SaaS, tout simplement, qui est localisée sur du cloud, en effet. Mais derrière, c'est à eux de choisir comment est-ce qu'ils vont distribuer leurs applications. Et donc, on est vraiment dans cette logique d'hybride et on est une sorte d'orchestrateur, quelque part. Oui, mais alors, imaginons qu'ils choisissent de le mettre sur 2 de ces 3-là, pour diverses raisons. Malgré tout, est-ce qu'il y a tout à refaire à la main, from scratch, comme on dit, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà des solutions en place chez ces 2 opérateurs de cloud pour que ça puisse se faire assez rapidement? Oui, alors on bénéficie évidemment de toutes les capacités d'automatisation de délivrer d'applications, ça c'est évident. Et puis on se positionne, nous, en accompagnant, parce que toutes ces transitions vers le cloud, finalement, c'est une vraie transformation, et on le voit avec nos clients existants, on les accompagne dans la modernisation de leurs infrastructures, et ces infrastructures, elles étaient historiquement sur site, elles étaient historiquement déployées dans des data centers, et on se rend compte que l'adoption de nos solutions sur le cloud leur permet d'aller beaucoup plus vite vers des déploiements de nos solutions sur des nouveaux cas d'usage, et puis de rationaliser aussi leurs utilisations d'infrastructures. Alors là, est-ce que c'est une activité de service ou est-ce que c'est
Est-ce que là, pour le coup, vous avez des partenaires qui font ça? Oui, alors ça, on a une petite activité de service, mais qui est très axée sur notre expertise. Et ensuite, on a, au niveau mondial, on a plus de 10 000 partenaires avec lesquels on travaille et qui sont certifiés Citrix. Donc, on travaille évidemment avec des partenaires qui vont nous aider et qui vont accompagner nos clients dans ces transformations. Et puis, on a aussi chez nos clients des équipes informatiques qui sont très expertes sur Citrix et qui peuvent eux-mêmes gérer ce type de transformation. Je suppose que vous avez suivi avec attention les travaux de Gaia X, de Cloud Souverain. D'ailleurs, on dit Cloud de confiance, il y a une différence entre les deux. Est-ce que vous êtes impliqué dans ces réflexions? Et vous avez parlé des 3 grands, malgré tout, il y a quand même des acteurs franco-français. Est-ce que vous travaillez avec eux aussi? Alors oui, on travaille avec tous ceux avec lesquels nos clients ont envie de travailler. Ensuite, les clouds souverains, on voit, ou les clouds de confiance, on voit les propositions qui sont en train de se monter. Et puis évidemment, on est très intéressé à voir comment ça va évoluer. De nouveau, la localisation des infrastructures, ça reste le choix de nos clients. Et on met tout en œuvre pour pouvoir leur permettre d'accéder à l'ensemble de ces ressources. Alors, imaginons un client qui dit, moi... j'ai envie d'aller sur OVH Cloud. Qu'est-ce que vous proposez? On leur propose d'aller sur OVH Cloud. Oui, mais d'accord, mais est-ce que, parce que par exemple, si je prends le cas de Nutanix, ils ont un accord avec, ils viennent de signer un accord avec NetApp, ils viennent de signer un accord avec OVH Cloud, donc ça veut dire que dans l'infrastructure OVH, il y a finalement déjà une infrastructure Nutanix qui permet ce déploiement sur OVH Cloud. Est-ce que vous avez des choses comparables? Alors, avec OVH, je ne crois pas. Mais on l'a déjà avec Google, avec Amazon et avec... J'entends bien, mais là, ce sont des opérateurs étrangers, si je puis dire, entre guillemets. Pour l'instant, vous n'avez pas d'accord avec des opérateurs français ou européens. Oui, alors en fait, ça va dépendre de quelle partie on parle de nos infrastructures. Mais de nouveau, si notre client souhaite se déployer sur OVH, il peut se déployer sur OVH. D'accord, mais il faut qu'il le fasse. Ouais. Il n'y a rien qui a déjà été développé pour que ça puisse... se faire de manière assez rapide. Oui, aujourd'hui, sur ce créneau-là, non, pas avec OVH. D'accord. Alors, donc ça, c'est le desktop as a service. Alors, déjà, pas déjà, mais est-ce que vous pourriez, donner quelques exemples de clients sur les différents, qui soient représentatifs dans le desktop as a service? Qui est-ce que vous pourriez citer comme client français? Ouais. Alors, qui soient représentatifs. Oui, des clients français, on a plusieurs typologies. On va plutôt parler de secteurs, parce que les secteurs qui adoptent nos solutions en mode cloud, c'est du secteur financier, c'est du secteur manufacturier, c'est du secteur de services. Et on voit ces tendances avec des vitesses d'adoption qui sont variables. Parce qu'il y a des périmètres qui sont relativement réglementés. Donc là, on va voir des projets qui prennent un petit peu plus de temps parce qu'il faut valider la conformité, il faut valider toute cette capacité d'utiliser des solutions en mode cloud. Et puis, il y a des secteurs qui sont très dynamiques et qui vont vouloir aller très vite parce qu'ils ont besoin qu'on les accompagne parce qu'ils sont en très forte croissance. Et là, je pense plutôt à des secteurs comme les activités de service où il y a des croissances, que ce soit en croissance interne ou en croissance externe, et donc des besoins de mise en place de ces infrastructures très rapides. Et ça, c'est absolument passionnant parce qu'on voit la facilité avec laquelle on peut les aider à se déployer, à se moderniser. D'accord, donc vous ne citez pas de nom, là? Non, je ne cite pas de nom. Bon. Fait que c'est toujours difficile, mais bon. En fait, c'est toujours difficile parce qu'au niveau mondial, on a plus de 400 000 clients. Donc oui, c'est ce que j'ai lu, mais donc ça veut dire qu'en général, le ratio doit mouiller, c'est 5% en France, donc 5% de 400 000, ça en fait un certain nombre, mais vous ne pouvez pas en citer un seul, non. Donc ça, le DaaS, en matière de sécurité, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que ce sont des développements que vous avez fait vous-même autour de vos propres solutions, ou est-ce que c'est via des accords de technologie avec des fournisseurs de sécurité? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous proposez? Alors sur le volet sécurité, sur nos propres développements, on développe cette approche ZTNA, Zero Trust Network Access, avec cette idée un peu nouvelle qu'on ne vit plus dans une forteresse Vauban, on est dans une zone, dans un mode d'utilisation des infrastructures et des applications pour lequel la surface d'attaque s'est énormément répandue. Et donc, on rentre dans cette logique de un utilisateur qui va venir se connecter, est-ce qu'on est sûr que c'est cet utilisateur? Est-ce qu'on est dans cette logique de donner un accès à un réseau et derrière, open bar, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez? Ou est-ce qu'on va remettre en cause régulièrement le niveau de sécurité de l'utilisateur qui accède à une application, qui accède à une donnée? Notre politique, c'est vraiment cette politique du zéro trust et de se dire régulièrement, on doit revalider
la validation, l'autorisation d'accéder à une application, et c'est ce qu'on met en œuvre dans nos solutions. Donc, le Zero Trust, si on peut le dire de manière simple, c'est en gros, a priori, on ne fait pas confiance. A priori, on ne fait pas confiance, c'est ça. Absolument. Et donc ça, c'est par le biais de vos propres solutions, ou est-ce que c'est avec des accords avec des... Non, c'est le biais de nos solutions. Que vous avez développé vous-même. D'accord. Et est-ce que d'ailleurs, en matière de sécurité, il y a eu la période Covid, où les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, il a fallu faire des choses extrêmement rapidement, avec parfois la mise à l'épreuve de la sécurité. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine, où l'activité cybersécurité s'est considérablement développée. Est-ce que vous sentez une évolution, je dirais, très très rapide et une sensibilité de vos clients sur ce sujet-là? Alors oui, nos clients nous ont fait part de cette sensibilité. Aujourd'hui, notre position, c'est de les accompagner et surtout, nous, notre première étape, c'était d'accompagner nos collaborateurs, parce qu'on a aidé à mettre en sécurité nos collaborateurs et leurs familles. Et maintenant, nos clients, évidemment, le point qui est difficile, c'est que toute cette zone est soumise à tension et soumise à sanctions. Aujourd'hui, notre position, elle est d'accompagner nos clients au plus près, mais je m'arrêterai là. D'accord. Et donc pendant cette période, avec les deux composantes qu'on a évoquées, il y a eu, évidemment, je ne vous demande pas de citer des exemples, mais vous avez été face à des problématiques compliquées, des événements, des attaques ou des choses comme ça, soit dans votre propre entreprise. Dans notre entreprise, oui. Non. Aujourd'hui, c'est pas à votre connaissance, non. C'est à notre connaissance, non. Et parmi vos clients? Et parmi nos clients, de nouveau, non. Et puis c'est quelque chose sur lequel je. Oui, non, mais sans dire qui et quoi, mais est-ce que vous avez senti cette évolution rapide et soudaine liée aux événements qu'on a cités? Alors, sur le périmètre de nos clients, non. En France, non. D'accord. Alors, donc, troisième triptyque, c'est les solutions de travail collaboratif. Donc là, est-ce que vous proposez quelque chose de spécifique, ou est-ce que c'est, en gros, je dirais, l'organisation et les infrastructures que vous proposez que vous mettez sous cette ombrelle travail collaboratif? Alors, ça correspond à quoi exactement? C'est ces solutions, et puis c'est l'acquisition qu'on a fait de la société Wrike, qui permet de mettre en place des workflows et du business process management de la façon la plus proche du collaborateur possible. Et c'est donner accès à tout l'environnement applicatif de la façon la plus optimisée pour simplifier le travail. En fait, le motto de Citrix, c'est vraiment de redonner de l'espace de travail individuel à chacun et de leur permettre de se concentrer vraiment sur leur travail du quotidien sans avoir une lourdeur digitale qui vienne empiéter sur cette capacité de travail et de concentration. Oui, mais quand vous dites travail collaboratif, est-ce que vous avez des applications particulières dans ce domaine-là? Oui, c'est la plateforme Wrike qui est proposée pour aller aider à la mise en commun. Et puis c'est nos outils derrière, les outils historiques de ShareFile et de partage de documents. Mais ça, c'est les outils historiques. Maintenant, la nouveauté, c'était l'acquisition de Wrike l'année dernière. D'accord. Et avec des évolutions de communication unifiée, des choses comme ça, ou vous en Alors, pour l'instant, c'est vraiment le côté digital. Et c'est vraiment redonner ce triptyque du desktop as a service, de la notion de sécurité et d'accès aux applications et de plateformes collaboratives. Absolument. D'accord. Alors, donc, on a balayé un peu avec ce fil conducteur du triptyque. Après, j'ai regardé votre portefeuille de solutions. Et il est quand même très, très large et très diversifié. Je ne veux pas vous en faire la lecture parce que, espace de travail digitaux, VDI et DA, gestion unifiée des points de terminaison, SaaS, mise à disposition d'applications, donc SD-WAN, donc c'est extrêmement large. Est-ce que ça engendre pas un peu de confusion dans le sens où, en gros, on a l'impression que vous êtes un peu la samaritaine de l'IT, vous faites un peu tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une idée de réorganiser, rationaliser un peu tout ça pour donner une image un peu plus synthétique? Et d'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir commenter, mais préparer la deuxième phase qui sera la fusion avec TIBCO. Parce que là, on va rajouter quelques lignes et ça va être compliqué. Ouais, on va rester sur le portefeuille de Citrix, en effet. Oui. Et c'est vrai que le portefeuille de Citrix aujourd'hui, moi, je le vois sur ces trois axes. C'est
Le VDI DaaS, donc le côté vraiment l'environnement de travail, c'est la sécurité et c'est l'aspect collaboratif. Donc c'est vraiment sur ces 3 axes-là qu'on se concentre et sur lesquels on va rationaliser nos activités. Donc c'est ces 3 axes, avec toujours cette idée de donner et de garder en tête, l'employé doit avoir accès à un environnement applicatif de façon simple, unifiée et performante et sécurisée. D'accord. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, donc on sort un peu de tout ce qu'on vient de voir, mais si on regarde le fonctionnement des entreprises du secteur, de notre secteur pendant cette période difficile. Je dirais que dans le secteur IT, la plupart des acteurs, alors c'est pas vrai d'ailleurs dans le domaine des ESN, du service, il y en a certaines qui ont un peu eu des difficultés, mais je dirais qu'en général, pour les éditeurs de logiciels, je pense qu'on peut vous mettre dans ce cas-là, je dirais que ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que c'est une période, c'est un peu triste à dire, mais qui leur a été bénéfique sur le plan d'activité. Vous, pas tellement. Est-ce que vous avez et pourquoi je le dis, parce que les chiffres le montrent, est-ce que vous avez une explication ? Alors, dans les chiffres le montrent, je vous laisse libre de l'analyse des chiffres. Nous, ce qu'on a vu en fait dans ces 2 années, si on regarde les chiffres et si on regarde l'évolution de l'activité, là où notre activité a été très forte, c'est vraiment sur cette notion de transformation et cette notion d'accélération d'adoption de nos solutions DaaS et SaaS en SaaS. Ça, c'est vraiment le point sur lequel on a vu une accélération majeure. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est l'axe de notre stratégie et c'est l'axe où on va pouvoir délivrer le plus d'innovation et le plus de transformation possible auprès de nos clients. Donc ce secteur-là, il a été en très forte croissance. D'accord. Et d'ailleurs, en parallèle à cette évolution, il y a le fait qu'on est passé de la vente de licence à un mode de souscription. Est-ce que vous êtes à 100% en souscription aujourd'hui pour tous vos... On n'est pas encore à 100% en souscription, mais c'est la stratégie qu'on prend. Et c'est ce secteur-là qui s'est le plus développé. Et c'est cette transformation-là qu'on opère avec nos clients. Et la plupart de vos clients sont moteurs. Enfin, c'est eux qui ont envie d'aller vers cette solution-là, ou c'est vous qui les poussez un peu on vient leur proposer, parce qu'il faut en effet leur parler de nouvelles solutions, parce qu'ils n'ont pas le nez sur notre portefeuille d'offres en se disant est-ce qu'on va venir. Mais on est vraiment dans cette logique de les accompagner. Et c'est pas uniquement passer d'un mode de licence à un mode de souscription. C'est se dire quel est le nouveau service qu'on vient apporter, parce que finalement, on devient un véritable acteur du SI de nos clients, puisqu'on opère le service pour eux. On opère une partie du service pour eux, alors qu'avant, ils opéraient tout eux-mêmes. Et c'est ça la grande différence, c'est que maintenant... Quand vous dites on opère, vous voulez dire quoi? Quand vous venez utiliser notre solution en mode SaaS, c'est Citrix qui opère la couche SaaS, c'est Citrix qui l'opère. Alors qu'avant, c'était opéré en interne par des équipes de nos clients. Et aujourd'hui, le déporter dans une solution SaaS qui tourne sur du cloud, ça veut dire que cette partie-là devient une partie intégrante du système d'information de nos clients. Et donc, on devient de plus en plus partenaire, on a une façon de travailler de plus en plus proche avec nos clients. Donc c'est un peu du service managé ou on n'en est pas encore là? On ne peut pas dire que ce soit du service managé, c'est du service cloud, c'est du SaaS. Donc les équipes clientes ont toujours accès à ces plateformes, mais la plateforme en elle-même, la plateforme infrastructure, elle tourne sur du cloud, donc ce n'est plus le client qui le gère, c'est nous qui le gérons pour lui. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, enfin pas très complet sur la première partie, mais... Réinvitez-moi cet été et voilà, je vous en parlerai. Exactement. Avec plaisir. Donc, alors, peut-être à la rentrée, ce sera une période plus propice, mais on pourra parler peut-être que vous aurez le nouveau nom de l'entreprise. Très bien. Je suis curieuse de voir Sophie Trothoff, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. Merci.